Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte, très heureuse de vous accueillir pour ce live consacré au parcours on ne peut plus chaotique de la loi Duplon. Notre regard, notre obsession, comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. On est ensemble pour 45 minutes pour détailler ensemble plusieurs questions après le parcours de ce texte qui a été extrêmement suivi par Contexte cette année. Le texte donc porté par le sénateur Les Républicains Laurent Duplon, qui a fait l'objet d'un lobbying particulièrement intense. Alors, que reste-t-il de l'ambition initiale? Que contient la version finale de cette loi adoptée il y a une semaine par le Parlement? Et à quoi ressemble en fait son bilan environnemental? C'est un peu la question qu'on a envie de se poser ce matin à l'issue de tous ces rebondissements parlementaires. Je le redis, mais ce format, c'est évidemment d'abord le vôtre. Alors, n'hésitez pas, allez-y, posez-nous vos questions en direct dans le chat. On fera en sorte d'y répondre tout au long de cet échange. Avec moi aujourd'hui autour de ce plateau pour se projeter un petit peu sur la suite de journalistes de Contexte, comme toujours les plus à même de vous éclairer. Floriane Finet, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Alors Floriane, tu es journaliste pour notre édition Contexte Agro. Tu as couvert évidemment l'ensemble du parcours parlementaire de ce texte. Pour Contexte, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Floriane ? Alors, je vais vous parler de ce que le vote du 8 juillet nous apprend politiquement, de ce que ça va changer pour les agriculteurs concrètement, et aussi, je vais vous parler des prochaines étapes, puisque le vote du texte ne signifie pas la fin du parcours de cette réforme. Voilà, le monde continue de tourner et la suite est encore à écrire. Hugo Théron, bonjour. Bonjour à tous. Hugo, tu es journaliste pour notre édition Environnement à Paris. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? D'une loi emblématique du point de vue des dynamiques à l'œuvre actuellement, autant au sein du gouvernement que dans les hémicycles, concernant la protection de l'environnement à géométrie variable, et d'un texte on ne peut plus clivant, notamment dans la classe politique et au sein du bloc central, on y reviendra. Merci beaucoup Hugo, et c'est parti donc pour 45 minutes ensemble. On attaque avec notre première partie, la loi Duplon, un parcours chaotique. Donc cette première partie consacrée aux dynamiques et aux rebondissements qui ont rendu le parcours de la loi Duplon si chaotique. Le texte censé, on le rappelle, lever les contraintes des agriculteurs a été adopté définitivement le 8 juillet, la semaine dernière, donc par le Parlement, après un ultime vote à l'Assemblée. Deux constats avant de prendre vos questions. Je commence avec toi, Floriane. On rappelle que le texte adopté est donc issu d'une commission mixte paritaire. C'est donc évidemment un texte de compromis. Que nous apprend le résultat de ce fameux vote le 8 juillet que tu as couvert évidemment pour Contexte? Alors, il n'y avait pas un énorme suspense sur le résultat du vote. D'ailleurs, le texte a été adopté assez largement avec près de 100 voix d'écart. En fait, il y a eu 316 voix pour, 223 contre. Donc, l'avance, entre guillemets, était assez confortable. En gros, le socle commun s'est globalement rallié au texte malgré des réticences initiales qu'il avait exprimé lors du printemps. Ensuite, il y a eu quand même une quarantaine d'abstentions et de votes contre. Donc ça veut dire qu'en majorité, le socle commun a dit oui, mais il y en a une partie qui a fait part vraiment de ses réticences. Donc notamment chez EPR, Ensemble pour la République, le Modem et Horizon. Donc il y a eu un soutien, mais on voit qu'il reste des fractures au sein de ce socle commun. On n'est pas dans un plébiscite complet pour cette loi Duplon, quoi, du côté du socle commun, si on t'écoute. Hugo, le texte a aussi été le théâtre d'un affrontement, un peu pendant toute la durée de sa vie parlementaire. Affrontement entre qui? Affrontement, alors on a dit feutré en préparant ce live, entre les ministres de l'Agriculture, évidemment Annie Genevard, et de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, qui l'a emporté au final. Est-ce qu'on peut le dire? On peut dire quand même que c'est la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui voit le texte le plus respecter, on va dire, ses positions. Effectivement, l'affrontement a été feutré. On rappelle que donc, la ministre de l'Écologie est issue de EPR et Annie Genevard, Agriculture de LR. Agnès Pannier-Runacher l'affirme, à part la réintroduction de la cétamipride, néonicotinoïde, oui, dont on y a reviendra. Entendu parler
effectivement. À part ce sujet-là, le texte lui convient. Elle dit, c'est pas le musée des horreurs qui était sorti du Sénat en novembre. Donc la ministre de l'écologie insiste beaucoup sur l'évolution du texte, dont on peut contester d'ailleurs l'ampleur. On y reviendra aussi plus tard. Il faut rappeler aussi que Agnès Pannier-Runacher a elle-même été ministre déléguée à l'agriculture. Ça remonte pas si longtemps, c'était dans le gouvernement Attal. Et que dans un courrier dont Contexte a révélé la tenue, elle avait défendu avec son ministre de tutelle Marc Fesneau une solution, l'opportunité de défendre une réintroduction limitée de l'insecticide. Donc voilà, d'où aussi le fait que l'affrontement s'est révélé assez feutré avec la ministre de l'Agriculture, puisque finalement elle avait défendu Agnès Pannier-Runacher une position à peu près semblable il y a de ça qu'un an en fait. Oui, compliqué pour elle de se contredire quelques mois, quelques années plus tard, évidemment. Les mesures de simplification, Floriane, alors ces mesures de simplification, c'est un peu le mot à la mode à Paris comme à Bruxelles, demandées par les syndicats agricoles majoritaires. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elles figurent en grande partie dans le texte final. Si on devait en retenir peut-être 2 ou 3 avec toi, lesquels ce seraient, Floriane? Oui, effectivement, comme tu disais, c'est un texte quand même d'inspiration sénatoriale, donc la patte du Sénat est restée jusqu'au bout. Donc parmi les 3 mesures emblématiques à retenir, donc il y a l'acétamipride dont parlait Hugo, donc c'est la réintroduction d'un insecticide qui a été interdit il y a presque 10 ans, en 2016, par les socialistes. Donc c'est un retour qui va être encadré, filière par filière, donc il faut encore prendre des décrets. Donc c'est pas encore demain que ce produit pourra être utilisé. C'est-à-dire filière par filière, certaines filières auront le droit de l'utiliser, pas d'autres. Elles devront prouver qu'il y a par exemple pas d'alternative économiquement viable et techniquement solide pour remplacer ce produit chimique. Elles devront prouver qu'il y a un plan de recherche qui est en cours pour quand même essayer de se passer de ces produits. Donc, et ce sera pour par décret pour 3 ans renouvelables, mais limité dans le temps, néanmoins. Donc les filières les plus concernées, ça va être les betteraves, les noisettes et les pommes, dans un premier temps. Et les décrets, on sait à peu près dans quel créneau on les attend? C'est pas encore vraiment précis, on peut dire d'ici la fin de l'année probablement, mais la procédure est pas encore très claire. D'accord. Il y a encore un flou autour de cette mesure. Donc après l'acétamipride, la deuxième mesure importante, c'est sur l'élevage et les ICPE, donc ça veut dire installations classées pour la protection de l'environnement. Alors il y avait une grosse réforme prévue, finalement il y en a une partie qui va être reportée sans doute à la rentrée, mais en tout cas ce qui est dans le texte actuellement, c'est notamment la réduction du nombre de réunions publiques en cas d'agrandissement ou de création d'un projet d'élevage. Donc on revient sur la loi Industrie verte d'octobre 2023, donc ça c'était très demandé par les éleveurs. Alors, quand on parle de réunion publique, on parle de quoi concrètement pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi tout le détail? En gros, jusqu'à présent, si vous aviez un projet d'agrandissement ou de création d'un bâtiment d'élevage, vous deviez organiser des réunions publiques. Donc c'est là où en fait les opposants souvent avaient coutume de se rendre, de se manifester. Bien sûr. Voilà. Et donc ça pouvait créer un écho médiatique et ça, les éleveurs souvent n'en voulaient pas. Parce que ça crée des oppositions, il y a des pétitions, il y a des maires qui peuvent se dire oh là là, ça ne passe pas localement. Donc si on a juste une permanence en mairie, puisque maintenant ça va être ça, si le Conseil constitutionnel valide la loi, ça passe plus facilement. Donc ça facilite, on va dire, l'agrandissement de ces élevages. Et l'autre partie de cet article 3 sur les ICPE, c'est la question des seuils. On en a beaucoup parlé. En fait, en France, il y a un régime qui s'appelle donc le régime de la réglementation ICPE, avec 3 niveaux. Et en gros, le but, c'était de permettre aux agriculteurs d'avoir le moins de contraintes environnementales, le moins de contrôle possible. Donc cette réforme, qui était très attendue par notamment la FNSEA, est reportée, sans doute à la rentrée dans un projet de loi qui sera donc cette fois-ci défendu par le gouvernement. Alors tu parles de la FNSEA justement, Floriane. Ce texte, on l'a vu, hein, il a été vivement contesté dès son origine. Il a quand même beaucoup évolué pour atterrir à ce texte de compromis. On a aussi beaucoup entendu dire que c'était le texte finalement de la FNSEA. Est-ce que c'est vraiment le cas? En tout cas, la FNSEA s'en est félicitée quand il a été adopté. Elle a considéré que c'était une victoire. Pour elle, c'est un texte qu'elle a porté, qu'elle a défendu depuis le mois de novembre, la date du dépôt du texte au Sénat.
Et donc, c'est une opération de lobbying réussie. On peut le dire clairement 9 mois plus tard, même s'il n'y a pas toutes les mesures qui étaient attendues par la FNSEA, notamment sur les zones humides, notamment sur les contraintes pour autoriser les ouvrages de stockage d'eau. Globalement, c'est un succès. D'accord. Alors on va peut-être revenir un petit peu sur l'analyse du vote encore avec toi, Hugo. Qu'est-ce qu'on a observé comme ligne un petit peu de fracture? Alors on l'a dit globalement avec Floriane, le socle commun, c'était pas comme un seul homme. Il y avait des lignes de fracture. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a pu observer? Qu'est-ce que ce vote nous apprend en termes d'équilibre politique aujourd'hui? La première ligne, c'est quand même le clivage de gauche-droite, on y revient, puisque les députés de gauche ont intégralement voté contre le texte, tandis que les groupes droite républicaine, Rassemblement national et UDR, sciotistes, ont quasiment tous voté pour, c'était à deux abstentions près. Mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé au sein du socle commun, parce que Floriane l'a dit, le vote pour l'a quand même largement apporté, mais chez Ensemble pour la République, on a quand même un gros quart des députés qui ont voté contre ou se sont abstenus. Donc c'est significatif. Et dans ce gros quart, on a quelques personnalités qui comptent au sein de la Macronie. Je pense, la présidente de la Commission du développement durable, qui était en première ligne, l'agricultrice Sandrine Lefeur, et assez logiquement plusieurs autres membres de cette commission, mais au final, on a des représentants de toutes les commissions de l'Assemblée, affaires sociales, affaires économiques, défense, finances. Donc on a vraiment des députés EPR un peu partout qui ont voté contre. Des anciens ministres aussi. On a aussi 2 anciens ministres, effectivement, des gouvernements Attal et Borne, donc Hervé Berville et Thomas Cazenave, qui fut aussi secrétaire général adjoint de l'Élysée. On a aussi Roland Lescure, un autre ancien ministre et ancien président de la commission des affaires économiques, qui s'est, lui, abstenu. On peut citer aussi Pierre Cazeneuve, qui est un député EPR un peu pivot aujourd'hui sur les questions environnementales, notamment l'eau. Voilà. Si on se déporte un peu, on regarde un autre groupe, le MoDem du bloc central, on a quand même une petite dizaine de votes contre, donc sur 36 députés, ça fait quand même pas mal. Un petit peu un quart. Voilà, avec c'est ça, presque un tiers, avec les usual suspects à la fibre environnementaliste du groupe, comme Jimmy Pahin, Erwan Balanant, Richard Ramos, Sandrine Josso. Chez Horizon, le troisième groupe, l'opposition était un peu plus faible. On a quand même aussi là plus d'un quart des députés qui se sont abstenus ou votés contre. Donc c'est quand même aussi significatif. Donc il y a un vrai clivage quand même au sein du bloc central. Alors je vais commencer à adresser les questions qui nous arrivent en ligne. Merci beaucoup de les poser. N'hésitez pas à continuer à alimenter le chat. Alors Daniel nous demande comment on analyse la déflagration, ce qu'il appelle une déflagration médiatique et politique à laquelle a donné lieu cette loi, pourtant assez banale dans son contenu. Alors, peut-être pour reformuler, est-ce qu'on s'attendait déjà à ce que ce soit aussi chaotique, à ce qu'on en vienne à... Effectivement, peut-être que le mot de déflagration est peut-être un peu fort, mais on peut l'adresser comme ça. Est-ce qu'elle est si banale que ça dans son contenu? Je ne sais pas si l'un de vous deux veut répondre à Daniel, peut-être Floriane. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que dès l'automne dernier, on va dire que les principaux partis politiques ont bien pris conscience de l'impact de ce texte, potentiellement. En fait, dès le début, Annie Genevard, par exemple, qui a apporté un soutien sans faille à cette réforme, a toujours dit à l'Assemblée nationale, ça va être compliqué. Elle savait qu'il y aurait des oppositions. Clairement, vu les mesures qui étaient prévues, on va dire les néonicotinoïdes, c'est quand même un sujet... Dans le grand public, on sait que ça fait quand même ça mobilise des gens, donc on savait que c'était pas évident. L'élevage, c'est aussi un sujet qui touche pas mal de gens, même chez EPR justement au MoDem, on sait que ça fait pas consensus l'agrandissement des fermes. Sur la question de l'eau, il y a aussi des clivages forts puisque le texte facilite la construction d'ouvrages de stockage d'eau. On sait qu'il y a des grosses oppositions locales. Et c'est pas seulement à gauche qu'il y a ces oppositions-là. Donc clairement, on va dire que l'exécutif, lui, savait que ça allait être pas évident. Il s'y attendait dès le départ. Alors, est-ce qu'il est si banal dans le fond que ça, ce texte? Parce que quand on t'écoute, on se dit quand même que voilà, il y a je ne sais pas si on peut qualifier ça, mais de lignes rouges environnementales qui sont un peu franchies. Quand on parle de stockage d'eau, on parle aussi de méga-bassines. Ça parle beaucoup au grand public dans ce cadre-là. Est-ce qu'il est si banal que ça, ce texte? Le preuve en est, c'est qu'il y a eu énormément de débats, que ce soit à l'Assemblée, au Sénat ou à l'extérieur. Donc,
Là-dessus, même la FNSEA, justement, estimait que c'était pas gagné du tout d'avance, et d'où la satisfaction qu'elle a affichée la semaine dernière, en disant « Enfin, on a un texte d'ampleur », et c'est assez rare pour être souligné, la FNSEA se réjouit pas aussi facilement que ça dès qu'elle a une mesure. Merci beaucoup Floriane. Autre question d'Olivier qui nous indique: beaucoup d'acteurs ont vu dans cette proposition de loi issue du Sénat une forme de galop d'essai pour le projet de loi agricole qui était discuté en parallèle. Est-ce que ça a été le cas? Alors je me retourne encore vers toi Floriane. Précision d'Olivier qui nous dit en fait il est allé jusqu'au bout. Je remonte la question. Il est allé jusqu'au bout. Est-ce que ce n'est pas révélateur d'une forme d'abandon de sa propre légitimité par l'exécutif, qui au final, on peut se dire, est-ce que l'exécutif s'est pas un petit peu rangé derrière le texte sénatorial, quoi? Alors, Olivier soulève là une question qui est très intéressante et qu'on traite très régulièrement à Contexte, c'est l'affaiblissement effectivement du pouvoir exécutif avec la fin de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc en gros, on a assisté depuis 1 an et même plus à une multiplication des propositions de loi. Effectivement, on sait que le gouvernement a du mal à faire passer ses projets de loi, donc les propositions de loi sont un moyen un peu détourné de faire passer des textes. Et d'ailleurs, ça a bien marché cette fois-ci. Et par rapport à la loi d'orientation agricole, qui effectivement, à un moment, s'est retrouvée en même temps débattue au Sénat, en fait, ça a été utilisé par le sénateur Laurent Duplomb pour forcer la main un petit peu de l'exécutif, en disant, si vous voulez que je vous soutienne, puisque la loi arrivait en décembre au Sénat, inscrivez ma loi à l'ordre du jour, et il a obtenu comme ça la procédure accélérée, ce qui n'est pas forcément le cas pour les propositions de loi. Alors justement, je rebondis sur cet affaiblissement de l'exécutif qu'on constate un petit peu sur tous les champs de la vie politique actuellement. Peut-être avec toi, Hugo, comment le gouvernement justement s'est positionné dans cette forme de nouvelle donne politique qui, à force, n'en est plus vraiment une nouvelle donne, mais devient la norme dans ce parcours heurté? Comment est-ce qu'il a réussi à manœuvrer finalement parce qu'effectivement, on parle d'une proposition de loi, pas d'un projet de loi. Oui, alors la position du gouvernement a été assez difficile à lire. Et alors sur le sujet emblématique de l'autorisation, la réautorisation de l'acétamipride, il a fait preuve d'ambivalence, puisque chacun a un peu joué sa partition, comme souvent dans le gouvernement Bayrou, sans que Matignon ne vienne vraiment trancher. Donc quand le texte est arrivé au Sénat, Agnès Pannier-Runacher a pu se targuer d'un avis défavorable du gouvernement sur une réintroduction, on va dire, sèche, une version maximaliste. Okay. Mais dans la foulée, lorsque la majorité sénatoriale a proposé une version un peu plus encadrée de cette réintroduction, Annie Genevard, à son tour, a pu donner un avis de sagesse, donnant une sorte de blanc-seing, on va dire, sur cette version-là. On entend des voix qui dissonnent un petit peu, voilà. Des avis qui ne sont pas forcément très alignés, quoi. Pas du tout, tout en faisant en sorte que l'une se targue d'un avis sur un premier amendement, l'autre sur un deuxième. Donc effectivement, les deux ministres ont pu chacune suggérer que sa position l'avait emporté, et Agnès Pannier-Runacher notamment a pu sauver la face, en se prévalant de cet avis défavorable initial, même si le gouvernement a laissé, on va dire, la version définitive s'inscrire, quoi. Donc un épisode qui a bien montré la difficulté aussi pour le gouvernement de manœuvrer dans cette séquence un peu houleuse. Alors, Andy nous interroge un petit peu sur la suite. Quelles sont les conséquences, nous demande Andy, à attendre concernant la forme d'adoption de cette loi, avec évidemment l'adoption d'une motion de rejet pour contourner le débat en plénière à l'Assemblée nationale. Alors pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité parlementaire, et peut-être pour compléter la question d'Andy, c'est vrai que ça devient un peu une monnaie courante ces derniers temps d'avoir ces motions de rejet qui entraînent un retour du texte dans l'autre chambre pour peut-être passer au-delà de l'étape de l'Assemblée. Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur la suite, ces 2 ans qui nous restent de quinquennat à vivre ensemble ?
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas évident de faire passer des textes. Clairement, le monde agricole a été plutôt bien servi ces derniers temps. Il en reste peut-être 1 ou 2 à la rentrée sur les relations commerciales et sur justement les ICPE agricoles. Mais la bataille, on va dire, sur les réformes agricoles va surtout prendre la forme de décrets. En gros, de négociations sur les décrets. Donc là, sur la loi, on en a plusieurs qui sont attendus. Alors, c'est intéressant ce que tu racontes parce que les décrets d'application qu'on attend encore sont aussi un objet de lobbying comme un autre. À part entière. Exactement. Alors, comment ça se passe dans ce cadre-là C'est loin d'être un objet technique, en tout cas pour les décrets issus de ce texte. Par exemple, il y a un décret sur l'ANSES qui vient de sortir, qui n'était pas forcément attendu si tôt. En gros, il instaure une obligation de priorisation des travaux de l'ANSES selon des critères économiques. Donc c'est pour ça qu'il avait été déjà débattu, le principe avait été débattu en commission mixte paritaire, le principe avait été supprimé par les députés et sénateurs, et la ministre Annie Genevard a souhaité le réintroduire. On a une question d'ailleurs sur l'ANSES, spécifiquement question de Marion qui nous rappelle que le directeur de l'ANSES se disait prêt à démissionner en cas de mise en place d'un conseil d'orientation pour la protection des cultures. Donc il a disparu de la loi, mais il reste une pression sur l'agence concernant notamment la priorisation des autorisations de pesticides. Est-ce que vous savez si M. Vallée prévoit de rester en place à l'issue de ce débat? Est-ce qu'on a cette information? C'est la question de Marion. Alors l'ANSES est très discrète. Traditionnellement, elle s'exprime très peu. Monsieur Vallée avait fait une audition à l'Assemblée au printemps, mais c'était un des rares moments où en gros il s'exprimait. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il devrait partir finalement en novembre. À l'automne. À l'automne, mais il va partir en retraite. Voilà. Après, d'ici là, il peut y avoir des coups de théâtre. Là-dessus, on vous tiendra au courant dans nos briefings, bien sûr. N'hésitez pas évidemment à lire Contexte Agro pour avoir les infos les plus fraîches concernant l'ANSES. Merci encore pour vos questions. On continue de les balayer ensemble. Alors, Vincent nous demande comment analysez-vous la défiance des députés qui ont voté face aux centaines de scientifiques qui se sont opposés à cette loi? Quelle dynamique cela traduit? Alors, c'est une question qui est évidemment très présente dans le débat public. Est-ce qu'on peut parler de défiance? C'est pas à nous de nous prononcer sur le fait qu'il y ait de la défiance ou pas, mais effectivement, ce texte a quand même fini par être adopté malgré des débats scientifiques assez vif. Oui, et d'ailleurs, on peut souligner que les députés et les sénateurs, mais enfin, c'était la pression portée surtout sur les députés, ont été fortement sollicités, interpellés, notamment par les ONG environnementales qui ont mis vraiment toute leur force dans la bataille. Parce que, là, je reviens sur la question de tout à l'heure, texte banal, les ONG ne le voyaient pas comme ça, elles le voyaient vraiment comme un objet emblématique des reculs environnementaux à l'œuvre. C'est un texte qui ramassait quand même plusieurs, Floriane les a évoqué plusieurs mesures sur l'eau, notamment. Donc, effectivement, ça a révélé cette fracture. Le Greenpeace parle vraiment d'un jour noir pour la santé publique et l'environnement. Et ça, on sait que dans le bloc central, il y a des députés qui sont sensibles, notamment sur les sujets santé publique, et qui ont dû tourner la consigne de vote du groupe plusieurs fois dans leur bouche avant de voter. Bon, je ne sais pas si c'est dans leur bouche, dans leur tête, en tout cas. Donc effectivement, je trouve que ce texte vraiment révèle une fracture qui était sous-jacente, qu'on connaissait un petit peu. Il y avait des positionnements individuels. Là, encore une fois, plus d'un quart des députés qui votent contre ou s'abstiennent. C'est quand même fort. Donc, est-ce qu'il y a un tournant? Est-ce que on va voir réapparaître une aile gauche écolo de la Macronie qui s'était affirmée pendant un temps et qui avait un peu disparu des radars? La suite nous le dira. Il reste encore un peu de temps avant peut-être une prochaine dissolution. En tout cas, ça va demeurer un sujet au sein du groupe. Alors, je vais prendre et en même temps évacuer pour un petit peu plus tard 2 questions. Celle de Charlotte qui nous fait cette remarque. Est-ce qu'on n'a pas un effet loupe politique et médiatique au niveau national sur cette loi du plomb, alors que les vrais enjeux, c'est dès demain. Pourquoi demain? Parce que demain, évidemment, on attend la présentation du cadre financier pluriannuel à Bruxelles et évidemment des éléments extrêmement structurants sur la
la prochaine PAC. Alors ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà nous lire Contexte, parce qu'il y a eu beaucoup de documents que Contexte a sortis, Contexte Agro notamment, sur l'architecture du futur MFF ou CFP en français, beaucoup d'éléments qui sont déjà sortis chez Contexte pendant tout le week-end et qu'on va continuer à analyser toute la semaine, parce qu'effectivement demain donc il y aura cette grande présentation de à quoi va ressembler ce cadre financier pluriannuel pour les années qui nous concernent. Donc un effet loupe peut-être certainement. On a tendance à se concentrer sur les sujets qui sont au cœur du réacteur, mais effectivement il y a la big picture. Alors chez Contexte on essaye de vous parler un peu des deux. D'ailleurs on consacrera un live à la PAC dès que cette architecture sera connue. Et question de Géraldine, alors on va y revenir un petit peu plus tard sur les points spécifiques sur lesquels le Conseil constitutionnel pourra trouver à y redire. On va y revenir évidemment avec Floriane. Avant d'aller plus loin, je vous conseille 3 articles chez Contexte Agro qui vous sont partagés dans le chat. Le premier, les 1001 négociations parallèles à l'examen de la proposition de loi Duplon à l'Assemblée sous la plume d'Anna Jouillet. Alors c'était un petit peu en amont pendant justement ce temps de négociation très intense. Le deuxième, signé Floriane Finet, à ma droite, proposition de loi Duplon, comment le socle commun peut surmonter ses contrariétés, pour un peu plus de matière sur les difficultés du socle commun à s'aligner sur ce texte. Et le dernier en date, il est dans les briefings de Contexte Agro ce matin. La seconde manche de la loi Duplon a déjà commencé et il est signé Floriane Finet et Anna Jouillet de Contexte Agro. Voilà pour cette première partie et ça nous permet d'aborder la deuxième maintenant. Évidemment, l'ambition environnementale est-elle au rendez-vous? Quel bilan environnemental pour ce texte? Qu'en reste-t-il? Que peut-on en dire? Alors de ce côté-là, côté environnement, on en a un tout petit peu parlé avec toi Hugo, mais comment ce texte a été accueilli peut-être à la genèse dès le départ sur ce plan-là? En préparant ce live, tu me disais qu'il y avait eu des réticences, y compris au sein de l'administration, assez tôt. En fait. Oui, des réticences assez marquées du côté de l'administration du ministère de l'écologie, enfin des administrations, hein. Il y en a plusieurs. Et donc effectivement, Contexte, on avait publié les notes de position des administrations de ce ministère et qui étaient défavorables sur 90%, on va dire, des dispositions, en tout cas initiales du texte, et très très défavorables, notamment à la réintroduction de l'acétamipride. C'était souligné par les administrations elles-mêmes. Donc il y avait... Ce qui est assez rare, ce que tu me disais en préparant ce live, c'est que c'est assez rare qu'une administration prenne position de manière aussi forte. Oui, alors bien sûr, c'est des positions argumentées, etc. C'est pas, on va dire, un point de vue, voilà, mais non étayé. En tout cas, sur les néoniques, c'était très clairement souligné cet avis très défavorable. On peut citer aussi les retenues d'eau, il y avait les zones humides à la base dans le texte. Il y avait vraiment plusieurs motifs d'inquiétude pour des services qui... beaucoup travaillent sur des mesures, je pense à la renaturation, etc., qui sont parfois contraires à ce qui figure dans ce texte. Donc on peut comprendre cette opposition. Et un autre article qu'on vous partage, qui date un petit peu maintenant, mais qui est intéressant à relire à l'aune de ces débats et de ce vote. L'administration du ministère de l'écologie ne trouve rien de beau dans la PPL Duplon. Voilà, pour avoir un petit peu les coulisses de ce qui s'est dit à ce moment-là. Là-dessus, juste pour noter, c'est vraiment rare d'obtenir ce genre de notes confidentielles, voilà, bien sûr, qui avait été publiée par Hugo, et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant. Oui, c'est une partie de votre travail au quotidien chez Contexte Agro, mais pas seulement. Chez Contexte, ça fait partie des choses qu'on cherche activement pour les fournir à nos lecteurs le plus tôt possible. Alors, association environnementale, tu en as un petit peu parlé aussi, Hugo. Au final, quelle stratégie ont-elles choisi d'adopter pendant le débat, et puis peut-être pour quel bilan? Est-ce que ça a été finalement utile? Le bilan, il est forcément mitigé. La loi est passée avec des dispositions auxquelles elle s'opposait, donc ne peut pas être réussi. Il y a eu une mobilisation vraiment importante avec, comme je disais, des appels interpellations, c'est-à-dire notamment France Nature Environnement qui appelait le grand public à adresser des courriels à leurs députés ou à leurs sénateurs, plutôt à leurs députés d'ailleurs.
Donc voilà, il y a eu une évolution du texte qui a minimisé l'impact, on va dire, de certaines dispositions. Encore une fois, voilà, les zones humides ont sauté. Il y a des choses qui ne sont pas restées. Donc il y a une petite victoire, on va dire, pour les ONG qui s'opposaient à ce texte. Mais sinon, globalement, rien ou vraiment pas grand-chose ne leur allait dans ce texte à l'origine, et pas grand-chose ne leur vaut non plus dans le texte d'atterrissage, quoi. Oui, donc bilan un petit peu mitigé pour elle. Alors on va revenir. Et si je peux juste ajouter que il y a eu, comme d'habitude, on va dire, une mobilisation des ONG, évidemment. Il y a eu aussi beaucoup de tribunes de scientifiques. Voilà, c'est le mouvement de contestation s'est beaucoup élargi au sein de la société civile quand même, et on a vu notamment dans les jours qui ont précédé le vote et ceux qui ont précédé la CMP, commission mixte paritaire, et ceux qui ont précédé le vote ensuite du texte de cette CMP, une grande mobilisation. Et beaucoup, voilà, pour au final un texte qui passe assez largement. Donc je reviens à un échec relatif, quoi. Alors juste une balle au bon pour l'un ou pour l'autre, mais on voit, on en parlait juste avant de commencer ce live, que la mobilisation, elle s'arrête pas, elle s'est pas complètement arrêtée le 8 juillet, le jour du vote. Est-ce qu'elle continue là depuis une semaine? Est-ce qu'il y a encore une mobilisation, que ce soit de la communauté scientifique, de la société civile, peut-être des parlementaires aussi plutôt opposés à ce texte? Est-ce qu'on continue à se mobiliser, ou est-ce que c'est pas encore écrit? Oui, mais beaucoup moins, en fait. Clairement, en fait, là, il va y avoir potentiellement des recours devant les tribunaux administratifs sur les décrets d'ANSES, décrets sur les néoniques, projet de loi sur les ICPE à l'automne. Là, ça peut effectivement susciter un regain de mobilisation dans les associations environnementales, pour le bien-être animal, ou même chez la Confédération paysanne, mais l'essentiel de la mobilisation est derrière nous. Faut rappeler quand même qu'avant les textes d'application, il y a aussi une saisine du Conseil constitutionnel, sur lequel Floriane a écrit pas plus tard que ce matin, je crois. On peut peut-être en parler dès maintenant. Alors sur le Conseil Constit, c'est quoi l'objet, c'est quoi l'idée? Ça va nous permettre de répondre aux questions qui nous étaient adressées dans le chat, l'un ou l'autre, ou tous les deux. En fait, effectivement, donc, il y a plusieurs groupes qui ont saisi le Conseil constitutionnel, groupe socialiste, insoumis, écologiste. Il y a eu 2 saisines au moins qui ont été déposées vendredi, qui se basent essentiellement sur le non-respect de la Charte de l'environnement de 2005. En gros, les arguments des parlementaires de gauche, c'est le non-respect du principe de précaution, notamment pour l'article 2, principe d'information, droit à l'information du public, notamment sur l'article sur la question des ICPE et donc la réduction du nombre d'informations de réunions publiques dont on parlait. Voilà, donc c'est des mémoires conséquents, ils font à peu près 70 pages. On les a publiés effectivement dans le briefing. Donc ça, on aura la réponse mi-août à peu près. Mi-août, c'est-à-dire que le Conseil se prononcera d'ici mi-août. Voilà. D'ici mi-août, donc ça peut venir quand même assez rapidement. Alors on a parlé des associations environnementales, de leur stratégie, de leur bilan. Côté agriculteur, peut-être avec toi, Floriane, quelle est leur position d'un point de vue environnemental? Comment est-ce qu'ils défendent la chose, en tout cas ce texte, d'un point de vue environnemental? Quelle est leur position et leur discours? Alors, au sein des syndicats agricoles, on a clairement 2 blocs. Donc, on a un bloc avec la FNSEA et les JA, dont on a déjà parlé. Les jeunes agriculteurs. Qui défendaient la quasi-totalité du texte, de même que la coordination rurale. La coordination rurale, en gros, elle s'est vraiment alliée avec la FNSEA là-dessus, sans forcément le dire, parce qu'elle a été très discrète pendant toute la campagne, depuis l'automne. Mais sur le fond, il y a peu de différence, en gros. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir produire davantage, donc avec un agrandissement des élevages, avec des ouvrages de stockage d'eau, avec des pesticides à disposition pour notamment les grandes cultures et les arboriculteurs. Donc clairement, eux, leur priorité actuellement, c'est de pouvoir ce qu'ils disent augmenter contribuer à la souveraineté alimentaire française en produisant à nouveau. Et l'autre bloc, c'est la Confédération paysanne, et elle qui a un discours effectivement traditionnellement opposé à ces 2 autres syndicats, et qui elle défend un tout autre modèle. En fait, on a 2 visions de l'agriculture qui s'opposent. Donc la Confédération paysanne est favorable à un élevage plutôt extensif à l'herbe, à des petites exploitations. Sur les pesticides, elle estime qu'il faut se tourner vers l'agroécologie, qu'il faut faire une transition pour essayer de trouver des alternatives non chimiques pour lutter contre les ravageurs. Donc 2 modèles qui s'affrontent très clairement. Alors, tu as parlé de cette espèce de
d'alliance de circonstances FNSEA coordination rurale. Elle a été très discrète, la coordination rurale, mais pourquoi ? Elle est vraiment, alors que on peut peut-être rappeler qu'elle a pris du poids ces dernières années, la coordination rurale, dans le débat politique. Il y a 6 mois, il y a eu les élections professionnelles agricoles qui ont lieu seulement tous les 6 ans et qui ont vu une percée de ce syndicat qui a atteint presque les 30% des voix. La FNSEA avec JA est passée sous la barre des 50% et la Confédération paysanne a obtenu environ 20%. Donc clairement, ils ont obtenu une dizaine de chambres départementales d'agriculture. Certains s'attendaient à cette progression, mais pas à ce niveau-là. Donc clairement, localement, elle a pris du poids, mais au niveau national, effectivement, elle est encore très discrète. On la voit pas trop au ministère, on la voit pas trop dans les coulisses du Sénat ou de l'Assemblée nationale. En fait, elle est en train de se restructurer. On a fait un papier d'ailleurs sur la crise de croissance de la coordination rurale, puisqu'en gros, ils sont un peu pour l'instant dépassés par leur succès, on peut dire. Voilà. Donc c'est un syndicat qu'il faut suivre, bien sûr, mais pour l'instant qui n'a pas du tout la même stratégie que la FNSEA. Ils sont pas du tout dans un travail de lobbying traditionnel avec des amendements tout prêts. Peut-être faute de, effectivement, comme tu le dis bien, de structuration au niveau national. Encore complètement abouti. On avait envie, toujours sur cette question du bilan environnemental, de parler évidemment un peu de la question de l'eau. Avec toi, Hugo, que tu as évidemment beaucoup suivi pour Contexte Environnement. Elle s'est invitée dans ce texte, cette question évidemment essentielle. Qu'est-ce qu'on doit en retenir à l'issue du débat ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, parler de ce qui n'y est plus, peut-être quand même, les zones humides. Il y avait la proposition, en fait, d'instaurer une nouvelle forme, une nouvelle catégorie de zones humides, qui seraient des zones humides fortement dégradées, et en gros, qu'on n'aurait plus besoin de préserver. C'était une nouvelle offensive sur le sujet, puisqu'il y en a eu plusieurs ces dernières années, notamment la cartographie des zones humides qu'on avait couvert avec Floriane, que la France a dû produire dans le cadre de l'application de la PAC, puisque la PAC prévoit des bonnes conditions environnementales qui délivrent, on va dire, des subventions, et il y en a une sur la protection des zones humides, et la France a, sous l'impulsion, on va dire, des organisations agricoles, présenté une carte très limitative de ces zones humides. C'est un sujet vraiment un sujet chaud, quoi. Sachant, on peut le rappeler, mais dans ce qu'on voit poindre des débats autour de la nouvelle PAC, il y a quand même des enjeux des critères environnementaux qui peuvent être posés aussi par la Commission, avec une nouvelle architecture qui va vraiment aller peut-être un peu plus dans le détail de ce que font aujourd'hui les États membres, mais potentiellement aller chercher est-ce que ce que vous mettez en place est complètement aligné avec l'objectif qui sont les objectifs qui peuvent être les nôtres à Bruxelles. Alors sur la PAC, je me tournerai plutôt vers Floriane, j'ai moins suivi de près. Je ne sais pas si tu... En tout cas... peut-être pas forcément ajouter sur cette question-là. Sur l'eau, oui. Sur l'eau, il faut quand même parler de la deuxième mesure qui, elle, a subsisté. C'est le fait que les retenues pour l'irrigation, les retenues agricoles d'eau, sont placées sous le sceau de la raison impérative d'intérêt public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire je vais être un peu... la raison pour les nuls. Alors, si on essaye de traduire ça en français facile. C'est un concept qui sort dans beaucoup de textes ces derniers temps, qui était notamment apparu dans un texte européen sur le développement des énergies renouvelables. C'est vraiment les énergies renouvelables qui ont impulsé cette forme de protection, en fait, qui permet, on va dire, de se prévaloir d'un droit supérieur à réaliser des ouvrages, des installations, à développer des activités
j'allais dire au mépris, c'est un peu fort, en tout cas malgré certaines dispositions législatives, notamment le principe de non-régression environnementale qui est inscrit dans la loi. Donc l'objectif en fait dans la rédaction de cet article sur les retenues, notamment, on peut parler aussi des SCPE, c'était de contourner, on va dire, ce principe de non-régression et de permettre que voilà, ces retenues soient considérées d'intérêt général et que donc elles suscitent plus difficilement des recours en fait. Merci beaucoup. Donc après, on verra ce que ça donne dans la réalité des tribunaux et si ce principe fonctionne. Je fais une remarque au passage. L'argumentaire derrière, c'est de dire les bassines, comme on les appelle, ont un intérêt public général, on va dire, puisqu'elles peuvent permettre de stocker de l'eau l'hiver et de la restituer pour d'autres usages. Le multi-usage était quelque chose qui était vanté notamment par l'ancien ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et donc permettre à la population de manière générale ou aux industries de bénéficier de plus d'eau en été. Simplement, ce calcul-là, on va dire, a été mis en question par une étude de France Stratégie, qui est donc l'organe de prospective de Matignon, qui a rejoint le commissariat au plan aujourd'hui, le plan, qui est une étude en 3 volumes qui est sortie, dont le dernier volume est sorti il y a 2 semaines environ. Et un des enseignements de cette étude qui est intéressant à mon sens, c'est qu'il disait que ce potentiel-là de stockage de l'eau tombée l'hiver, on va dire, et restituée l'été, dans les zones sous tension, il est finalement très très faible. De l'ordre de 5-6%, il permet d'augmenter la ressource en été de 5-6% dans les territoires. Donc, finalement, que même si on développe beaucoup les bassines, France Stratégie nous dit que ça ne sera pas une solution contre le manque d'eau structurelle dans ces territoires-là l'été, quoi. Intéressant, merci beaucoup Hugo. Alors on va essayer de résumer un petit peu les enjeux des semaines, peut-être des mois à venir, parce que Mathis nous interroge de nouveau sur les décrets dont on a commencé à parler, ces fameux décrets d'application. Mathis nous demande comment s'organise le lobbying pro-loi Duplon sur les décrets. Est-ce qu'on le sait? Comment avoir un œil là-dessus? Et quel est le calendrier d'application? Alors, en dehors de vous conseiller de lire Contexte Agro, peut-être rappeler les éléments que tu as déjà donnés, Floriane, sur les éléments calendaires. Y a pas mal de choses qui vont se passer à l'automne. Le lobbying, c'est assez classique, c'est entre l'exécutif et les principaux représentants des filières agricoles, donc ça va être la FNSEA, ça peut être la coopération agricole en première ligne. Les décrets, en gros, il y a le décret, suite au décret ANSES qui a été publié la semaine dernière, il faudra que le ministère prenne un arrêté qui listera les usages prioritaires, c'est-à-dire les produits que l'ANSES devra examiner en priorité pour savoir s'ils sont autorisés ou pas en France. Et donc, avant cet arrêté, l'INRAE est en train de faire un travail de recherche pour lister justement les usages en disant, par exemple, pour lutter contre le puceron des betteraves, quelles sont les solutions actuellement disponibles, chimiques ou non chimiques, quelle est leur efficacité. Donc, tenter d'objectiver absolument l'offre. Exactement. Ouais. Et elle devra rendre ses conclusions mi-octobre au ministère. Ouais, je pense que ça répond en partie à la question d'Hélène qui nous demandait s'il y a eu des réactions côté ANSES suite au décret instaurant une priorisation des dossiers d'évaluation des pesticides selon les besoins économiques des filières. Je pense qu'on a à peu près répondu. Pas encore, mais on vous tiendra au courant, bien sûr, dès qu'on arrive à avoir une réaction dans le briefing. Merci beaucoup, Floriane. Alors, on arrive presque au bout de ce live. J'ai le temps de vous adresser une question un peu méta, mais en même temps intéressante de Jean-Marie, qui nous demande comment imaginer demain l'évolution du bloc central face à ce qu'il appelle un backlash agroécologique. Est-ce qu'on peut... on lit pas dans le marc de café encore, ça c'est voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à Jean-Marie? Peut-être est-ce qu'il y a d'autres échéances un petit peu de cet ordre-là qui vont se représenter dans les mois à venir, dans l'année qui vient?
Peut-être à travers l'examen du budget, qui va être révélateur à nombreux égards, et notamment celui-là, puisqu'on sait qu'il y aura des coupes sans doute massives à peu près partout. Du côté du budget de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher prépare le terrain depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, en disant qu'on peut faire sans crédit budgétaire, sans argent de l'État, en gros, pour conduire des politiques plus ambitieuse, en tout cas, ce qu'elle entend. Pour l'instant, on ne sent pas, en tout cas, peut-être Floriane, tu pourras me contredire, mais de volonté au sein du groupe, du bloc central et du groupe PR d'une scission ou voilà, on n'en est pas là. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on a. On ne vient pas aux frondeurs, quoi. Voilà, y compris quand on évoque la présidente de la commission du développement durable, qui était très exposée, forcément, Sandrine Lefeur. Elle est certes dans une opposition au texte qu'elle a exprimé, mais je l'ai pas entendu. On va dire se départir de la confiance qu'elle accorde au gouvernement, et voilà. Donc on n'en est pas là. Après, effectivement, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On a eu dans évidemment une échéance aujourd'hui avec les annonces du Premier ministre à 16h sur le calendrier budgétaire, et voilà, quelque chose qu'on va suivre évidemment chez Contexte, mais pas que Contexte Agro, pas que Contexte Envie, Contexte tout court, dans tous les sens du terme, dans toutes nos verticales. Pour aller plus loin, si d'aventure vous aviez envie de vous plonger un peu plus sur la question de l'eau notamment, quelques articles encore signés Contexte Agro, Contexte Environnement, proposition de loi Duplon, pourquoi le monde de l'eau se fait discret, sous la plume d'Ivan Logvenov, et puis le dernier en date, je le rappelle, dans vos briefings ce matin, la seconde manche de la loi Duplon a déjà commencé. Il est signé Floriane Finet et Anna Jouillet. Il est déjà 11h45, c'est la fin de ce live spécial consacré au parcours, vous l'aurez compris, assez chaotique de la loi Duplon. Merci encore pour votre fidélité, merci à Floriane et Hugo pour leurs éclairages, merci à Samuel pour la modération, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour le design de notre beau décor. Dites-nous ce que vous avez pensé surtout de ce format. Vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction très rapide dans 1 minute dans vos boîtes mail. Ça nous aide à améliorer, comme toujours, nos contenus. Je vous dis, moi, à très vite, en vous invitant à aller vous promener, évidemment, sur les briefings de Contexte, sur contexte.com, à vous plonger dans ceux de nos éditions Agro et Envie, dignement représentés à cette table ce matin. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Merci encore pour votre fidélité.